Les événements de cette vidéo se déroulent en 2021, en Grande-Bretagne. Bobby-Ann McLeod, âgée de 18 ans, a dit à ses parents qu'elle allait chez une amie. Cependant, quelques heures plus tard, il était évident qu'elle avait disparu. Sa famille a contacté la police, et une grande recherche a commencé le lendemain, ce qui a mené à une découverte macabre. Bobby-Ann vivait à Plymouth, une ville côtière située au sud-ouest de l'Angleterre, avec ses parents Donna et Adrian, et son frère Lee. Plymouth est une ville dynamique avec un riche patrimoine maritime. De ses superbes vues sur la mer à son centre-ville animé, Plymouth est une destination prisée des touristes et des habitants. Le 20 novembre 2021, à environ 5h45 du matin, Bobby-Ann a quitté sa maison située dans la zone de Liam et s'est rendue à l'arrêt de bus le plus proche, sur Shipstead Road. Avant de partir, elle a dit à son père qu'elle l'aimait et lui a indiqué qu'elle allait en ville pour rencontrer son copain et quelques amis. Le trajet vers l'arrêt de bus ne prenait que quelques minutes. Bobby-Ann était familière avec cette route, car elle l'avait empruntée de nombreuses fois. 1h30 après son départ, sa mère, Donna, l'a appelée pour s'assurer qu'elle était arrivée à destination, mais Bobby-Ann n'a pas répondu. Inquiète, Donna a essayé de la joindre à plusieurs reprises sans succès. Ce n'est qu'1h30 plus tard que le petit ami de Bobby-Ann a appelé ses parents, demandant si leur fille était rentrée. Il était préoccupé parce que Bobby-Ann n'était pas venue à leur rendez-vous et qu'aucun de ses appels n'avait abouti. Après avoir contacté tous les amis de Bobby-Ann et s'être rendu compte que personne ne savait où elle était, ses parents ont commencé à craindre qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Ils ont immédiatement alerté la police, qui a commencé à chercher dès le matin du 21 novembre. Des affiches de Bobby-Ann ont été distribuées dans la ville, et sa disparition a été largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Son frère, Lee McLeod, a écrit sur ses réseaux sociaux « Je demande à chaque personne de Plymouth de m'aider à chercher partout, à chercher tout. S'il vous plaît, si vous voyez ou entendez quelque chose, faites-le moi savoir. » Sachant que Bobby-Ann était censée prendre un bus en ville, la police a vite découvert qu'elle ne l'avait pas pris. Lors d'une enquête, un résident local a affirmé avoir vu Bobby-Ann à l'arrêt de bus la veille. Cela a confirmé qu'elle y était bien arrivée, mais qu'elle n'avait pas pris le bus pour une raison inconnue. Les téléphones de Bobby-Ann ont été retrouvés près de l'arrêt de bus, ce qui a été une nouvelle preuve qu'elle était bien là, mais qu'elle n'était plus à l'arrêt au moment de la disparition. La police a alors élargi ses recherches autour de l'arrêt de bus et dans les rues adjacentes. Puisque Bobby-Ann était visible à l'arrêt de bus mais n'y était plus, la police a commencé à envisager la possibilité d'un enlèvement. Ils ont appelé à témoigner toute personne ayant des informations. Plus de 100 policiers se sont impliqués dans la recherche, faisant tout leur possible pour retrouver Bobby-Ann. Les enquêteurs ont aussi essayé de localiser son téléphone, ce qui a révélé qu'il se trouvait toujours dans les environs, mais sans précision exacte. Tous les appels passés au numéro de Bobby-Ann sont tombés dans la messagerie vocale. Le téléphone a été retrouvé par un chauffeur de bus qui a reçu un appel d'un résident local ayant trouvé un téléphone et des écouteurs à l'arrêt de bus. Le chauffeur a signalé l'incident à la police et leur a remis les objets. Le 22 novembre, la police, la famille et des volontaires ont recherché dans les champs, les bois et les rues autour de la maison de Bobby-Ann, mais aucune trace n'a été retrouvée. Le soir du 23 novembre, la police a annoncé qu'un corps de femme avait été retrouvé sur la plage de Boveran, à environ 8 km de l'arrêt de bus. Il a été localisé dans une zone boisée, à mi-chemin de la côte. Après identification, la famille McLeod a appris avec horreur que le corps retrouvé était celui de Bobby-Ann. Sa mort a été un drame pour sa famille et ses amis. La famille de Bobby-Ann a remercié toutes les personnes qui sont venues au vigile en son honneur, organisé près de l'arrêt de bus où elle avait été vue pour la dernière fois. Donna McLeod, la mère de Bobby-Ann, a été émue aux larmes lorsqu'elle a rendu hommage à sa fille. Elle a remercié la famille, les amis et la communauté pour leur soutien. La voix tremblante, elle a terminé son discours préparé en disant « J'aimerais remercier tout le monde qui est venu, au nom de la famille. C'est agréable que tout le monde soit venu ensemble dans ces circonstances. Malheureusement, notre magnifique Bobby-Ann a été prise de nous, mais elle ne sera jamais oubliée. » Elle a ensuite demandé à chacun de tenir une feuille, c'est pour Bobby-Ann. Un instant de silence suivit, durant lequel toute l'assemblée tint ses feuilles en unisson. Le frère de Bobby-Ann, Lee McLeod, a partagé une photo émouvante de son enfance avec elle, rendant hommage à sa belle et talentueuse sœur. Sur les réseaux sociaux, Lee a écrit « Jusqu'à ce qu'on se rencontre de nouveau, sœur. Je t'aime. Tu ne méritais pas ça,
toi, une belle et talentueuse sœur. Et pour t'avoir comme petite sœur, les aventures et les voyages que nous avons faits seront toujours chéris. Maintenant, repose-toi. Quand la police a retrouvé le corps de Bobby Ann, l'examinateur médical a conclu qu'il n'y avait aucune indication qu'elle avait été violée avant sa mort. Cependant, elle présentait de graves blessures à la tête et au visage, notamment 14 lacérations. Il est impossible de déterminer avec exactitude combien de temps la police aurait continué de chercher Bobby Ann si ce n'était pour un événement particulier. Le 23 novembre, au matin, un homme est venu à la station de police de la ville à 1h17 du matin. En entrant, il a demandé à parler à quelqu'un et a dit qu'il avait des informations sur la disparition de Bobby Ann et voulait aider la police ainsi que sa famille. Un détective a été appelé, et l'homme a confié « J'ai réussi ». Il a avoué avoir kidnappé et tué Bobby Ann, donnant des détails sur le crime. Après avoir indiqué sur une carte l'endroit où il avait laissé le corps, les policiers, qui avaient espéré que Bobby Ann était encore en vie, se sont immédiatement rendus sur place. Malheureusement, leurs espoirs ont été déçus. En traversant une zone boisée dense, ils ont trouvé le corps, déjà en décomposition, et n'ont eu aucun doute que la jeune fille était morte. L'homme qui a avoué le crime était Cody Ackland, un homme de 24 ans, fils d'un ancien militaire, qui vivait avec sa mère après le divorce de ses parents. Il habitait à quelques milliers de mètres de l'arrêt de bus où Bobby Ann avait été vue pour la dernière fois. Cody Ackland a été arrêté en tant que suspect. Un avocat a déclaré lors de son affrontement que « il prend toute la responsabilité pour la mort de Bobby Ann ». Ackland a aussi confirmé dans son témoignage qu'il n'avait jamais rencontré la victime avant cette nuit tragique, et qu'il l'avait kidnappée à l'arrêt de bus. Le véhicule, le téléphone et l'ordinateur d'Ackland, ainsi que plusieurs autres objets, ont été saisis par la police. Pour ceux qui connaissaient Cody, il était décrit comme un homme sympathique, guitariste et chanteur pour le groupe indie local, Rakuta. Personne ne savait qu'Ackland était également obsédé par les tueurs en série. Sa liste personnelle d'icônes inclut Joseph D'Angelo Jr., André Cicatillo, Ivan Mila, Fred West et Tommy Sell. Le numéro 1 dans la liste d'Ackland était Ted Bundy, avec au moins 30 victimes, selon les estimations. Les enquêteurs ont trouvé 3216 images sur le téléphone d'Ackland, dont beaucoup étaient de nature perturbante et ressemblant à des scènes de films d'horreur. Au cours des jours qui ont suivi la mort de Bobby Ann, Ackland a effectué des recherches sur Internet concernant les crimes des tueurs en série et a également cherché des informations sur des endroits locaux dans Dartmoor et des armes potentielles. Le jour où Bobby Ann a été enlevé, Ackland a visité le site web d'un magasin de sport en ligne où il a recherché des bâtons de football, des masques de ski et des vêtements imperméables. Malgré ses passions secrètes, Cody Ackland n'a jamais attiré l'attention de la police et n'a eu aucun problème avec la loi. Il semble qu'il soit allé tellement loin dans ses loisirs privés qu'il a finalement décidé de commettre un crime grave. Il est désormais évident que Bobby Ann est devenue une victime accidentelle, tombant par malchance sur le chemin d'Ackland, qui, ce soir-là, s'est comporté comme un monstre vicieux. Les événements de cette nuit se sont déroulés comme suit. Bobby Ann est arrivé à l'arrêt de bus à environ 6h15. Ackland, qui conduisait son Ford Fiesta autour du quartier, a vu Bobby Ann à l'arrêt de bus. Comme l'ont expliqué plus tard les détectives, Bobby Ann ressemblait à son ex-femme en apparence, mais cette ressemblance, selon Cody lui-même, n'était pas le moteur émotionnel qui l'a motivé à l'attaquer. Il cherchait simplement une victime et voulait réaliser ses plans de longue date. Les policiers ont conclu que si Ackland n'avait pas rencontré Bobby Ann, il aurait toujours agi selon son plan. La victime aurait pu être n'importe qui, peu importe son genre. C'est ainsi que lorsque Cody a vu Bobby Ann, il a garé sa voiture derrière l'arrêt de bus. Après l'avoir observé pendant quelques minutes, s'assurant qu'il n'y avait personne d'autre autour, Ackland a attrapé son poignet, l'a éloigné et l'a frappé 2 fois à la tête. Pensant qu'elle était morte, Ackland est retourné à sa voiture et a quitté les lieux. Malheureusement, en partant, il a vu que Bobby Ann était toujours vivante et tentait de se relever. Il est retourné à l'arrêt de bus, a déplacé son corps semi-conscient jusqu'à sa voiture et l'a emmené à environ 20 km de là, jusqu'au parking de Bellevue Forest à Dartmoor. À 7h45 du matin, il s'est arrêté dans ce parking, situé au milieu d'une zone boisée. Il voulait y laisser le corps, mais il a découvert que Bobby Ann était toujours en vie et consciente. Malheureusement, Ackland n'a pas réfléchi une seconde. Il n'a pas essayé de l'aider ou de l'emmener à l'hôpital. Au lieu de cela, il l'a aidé à sortir de la voiture. « J'ai peur », a dit Bobby Ann. À cela, Ackland a répondu « Moi aussi, je n'ai jamais fait ça », avant de lui donner 12 coups de bâton sur la tête et elle perdit la vie. Dans le but de détruire l'évidence,
Ackland a brûlé les affaires de Bobby Ann. Après avoir poignardé Bobby Ann une dizaine de fois avec un couteau, Cody Ackland a remarqué que la jeune fille de 18 ans était encore en vie et émettait des bruits de souffrance. Il a alors dit à la police qu'il lui avait dit « Ouais, je veux dire, j'en ai marre de toi ». Il avait encore l'opportunité de sauver la vie de Bobby Ann, mais une fois de plus, il n'a rien fait. Au lieu de cela, il a dit « J'ai terminé la souffrance de la fille ». Il a ensuite transporté le corps dans le coffre de sa voiture et s'est rendu à Beauvisant, situé à près de 30 km. Là-bas, il a caché le corps après avoir retiré ses chaussures, ses vêtements et ses sous-vêtements. À environ 10 heures du matin, Ackland est rentré chez lui et s'est couché. Le lendemain, il s'est rendu à Tamerton-Folio, au nord de Plymouth, où il a jeté le couteau dans la rivière Tamar, ainsi qu'un sac contenant ses vêtements et les objets ensanglantés dans des allotissements près de Cumberland. Le couteau n'a jamais été retrouvé, malgré l'enquête de la police. Ce jour-là, le 21 novembre, Ackland est allé dans un restaurant avec des amis, a attendu les répétitions de son groupe et a passé le reste de la soirée au pub. Tout le monde qui a vu Cody ce jour-là a remarqué son comportement étrange. Il était heureux, rigolant et embrassant ses amis, ce qui n'était pas habituel pour lui. Le lendemain, le 22 novembre, Ackland a continué à s'amuser. Il a acheté du pop-corn et est allé au cinéma. Pendant qu'il regardait le film, la famille de Bobby Ann et les volontaires continuaient de chercher la jeune fille, tandis qu'Ackland vérifiait les dernières nouvelles sur son téléphone. Le 23 novembre, Cody avait un travail non lié à la musique. Selon les rapports en anglais, il travaillait pour une entreprise de services automobiles. Après sa journée de travail, Ackland a envoyé un message à un chat de groupe avec des membres du groupe Rakuda, et a écrit « J'aime vous les gars ». En même temps, il a envoyé un message à sa mère, lui disant qu'il l'aimait beaucoup. Après cela, il est allé à la station de police et a avoué son crime. Les membres du groupe de Cody ont publié un message sur Facebook dans lequel ils exprimaient leur choc. « Nous allons immédiatement arrêter le groupe en hommage à l'adolescente ». Ils ont ajouté, les membres restants de Rakuda, Josh, Ross, Josh et Mike sont tous extrêmement choqués et dévastés par ce tragique événement survenu ces derniers jours. Nos pensées et prières vont à la famille et aux amis de Bobby Ann McLeod, qui doivent être dévastés par leur perte. En hommage, nous avons décidé de ne plus avancer en tant que groupe. Nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce moment. En plus de la confession de Cody, la police a collecté une grande quantité de preuves physiques, notamment l'ADN de Bobby Ann retrouvé dans sa voiture et sur des vêtements récupérés à son domicile. En ce qui concerne les motifs, le détective Mike West, qui a dirigé l'enquête, a déclaré qu'Ackland avait refusé de donner des détails sur ses motivations et évité de répondre à la question sur les raisons pour lesquelles il avait tué Bobby Ann. Cependant, le détective n'a pas exclu la possibilité qu'Ackland, après avoir réfléchi à son acte, puisse un jour devenir plus proche et donner plus de détails. Il a ensuite révélé à un psychiatre que les sentiments de dépression qu'il avait ressentis avant de tuer Bobby Ann avaient disparu et qu'il ne ressentait plus la même dépression qu'auparavant, comme si cet acte violent l'avait libéré de ses sentiments. L'enquête a commencé en mai 2022. L'avocat d'Ackland, Ray Tully, a précisé que les psychiatres avaient conclu que son client ne souffrait pas d'une maladie mentale, mais qu'il avait traversé des difficultés durant son enfance. Ackland avait été diagnostiqué avec TAA, dyslexie, dépression et anxiété. À 19 ans, il avait une histoire de 7 ans de dépression, selon M. Tully. Il a ajouté qu'Ackland n'avait pas reçu beaucoup de soutien de sa maison ou de ses années scolaires, et que son père et d'autres modèles masculins n'avaient pas apporté beaucoup de réconfort ou de soutien. Lors de l'enquête, le juge Robert Linford a déclaré à Ackland que son acte était une atrocité, affirmant « Vous avez détruit une vie qui avait tout à attendre, jusqu'à ce qu'elle soit brutalement et sauvagement écrasée par vous. Vous étiez clairement là pour tuer, et vous l'avez fait. » Cody Ackland, 24 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il devra purger 31 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si l'histoire vous a marqué, n'hésitez pas à laisser un like et à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Vos retours sont toujours appréciés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.